Alors, c'est quoi au juste un poète maudit? Aujourd'hui, on va plonger dans cette figure à la fois romantique et tragique, et surtout dans la vie de l'homme qui a carrément écrit les règles de cette légende entre génie et souffrance. C'est la question qui va nous guider. Est-ce que cette malédiction, c'est un destin, quelque chose d'inévitable, ou alors un choix de vie radical, ou peut-être juste une légende, une histoire qu'on a un peu enjolivée avec le temps? Rébellion, tragédie, scandale. Retenez bien ces trois mots. Ce ne sont pas juste des adjectifs, non. Ce sont les véritables piliers sur lesquels tout un mythe littéraire s'est construit. Un mythe qui, encore aujourd'hui, continue de nous fasciner. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le poète maudit, c'est cet artiste de génie, mais complètement incompris de son vivant. Il vit en marge, il ne rentre pas dans les cases, et son œuvre, souvent révolutionnaire, ne sera acclamée que bien plus tard, une fois qu'il ne sera plus là. C'est un peu cette idée très romantique d'un talent tellement immense que son époque n'était tout simplement pas prête à l'accepter. Mais cette légende, elle a un visage. Pour vraiment saisir l'essence de cette malédiction, il faut absolument se tourner vers celui qui l'a non seulement défini avec des mots, mais qui l'a surtout vécu dans sa chair, Paul Verlaine. C'est parti. Commençons par l'architecte du mythe, Paul Verlaine lui-même. Sa vie, c'est la clé pour décrypter comment cette figure du poète maudit a pris forme. Regardez cette chronologie, c'est un véritable ascenseur émotionnel. On a des débuts super prometteurs, puis la rencontre foudroyante avec Rimbaud qui change tout, la chute brutale, la casse-prison, et c'est là qu'il va théoriser son propre malheur. Pour finir, ironie du sort par une reconnaissance officielle, un parcours incroyable. Mais il y a un événement, un seul, qui va servir de détonateur à tout ça. Une passion dévorante qui va devenir le cœur de sa malédiction, l'affaire Rimbaud. Cette phrase, elle résume parfaitement leur histoire. Il faut bien comprendre qu'on est très loin de la simple amitié littéraire. C'était une passion absolue, dévorante et finalement destructrice entre deux génies à l'état pur. Faut s'imaginer le tableau. Deux des plus grands poètes de leur temps qui errent en Europe avec un quotidien rythmé par l'absinthe, la création poétique la plus intense et des disputes d'une violence inouïe. Leur relation était aussi créatrice qu'elle était destructrice. Et là, on arrive au point de rupture. On est à Bruxelles. L'alcool, la jalousie, des mois de tension accumulée. Le décor est planté pour le drame qui va suivre. 2. Verlaine tire 2 coups de pistolet sur Rimbaud, le blessant au poignet. 2 coups de feu qui vont non seulement mettre un terme brutal à leur relation, mais qui vont surtout sceller le destin de Verlaine pour toujours. La conséquence, elle est immédiate et sans appel. 2 ans de prison ferme. Pour Verlaine, cet enfermement sera une période de remise en question, de création intense aussi, mais ça va laisser une cicatrice indélébile sur son image publique. C'est en sortant de ce chaos personnel que Verlaine va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va transformer sa propre tragédie en une sorte de manifeste littéraire. Il va donner un nom, un cadre à sa condition de damné. Pour comprendre le poète maudit, il faut d'abord savoir contre qui il se bat. Et le voilà, l'ennemi juré, Monsieur Prudhomme. C'est la caricature parfaite du bourgeois du XIXe siècle, matérialiste, conformiste et complètement fermé à la poésie. Le contraste est saisissant. C'est vraiment le choc de deux mondes. D'un côté, on a un monde qui valorise l'ordre, l'argent, les apparences, et de l'autre, une quête d'absolu, de beauté, de provocation. Le poète maudit ne rejette pas la société par simple caprice. Il la rejette parce que leurs univers sont tout simplement incompatibles. À partir de là, Verlaine dresse une sorte de portrait robot du poète maudit. C'est son manifeste. Et ce n'est pas juste un état d'âme, c'est un vrai cocktail explosif. Un destin tragique, des choix de vie radicaux et surtout, par-dessus tout, un engagement artistique total, sans le moindre compromis. Cette phrase, tirée de son essai, c'est vraiment le cœur de sa pensée. Le point crucial, c'est cette dualité. D'un côté, ils sont absolus dans leur art. Ce sont des génies purs. Mais c'est ce même génie qui les rend maudits aux yeux du monde. Il ne demande pas qu'on les plaigne. Il dit simplement « voilà les faits, à chacun de juger ». Mais l'histoire de Verlaine ne s'arrête pas à sa mort, loin de là. Son héritage et celui du concept qu'il a créé va avoir des échos bien au-delà de la littérature et de manière totalement inattendue. On se souvient de son credo, de la musique avant toute chose. Alors ce n'est pas vraiment une surprise que sa poésie, avec son rythme si particulier, ses sonorités, ait trouvé un écho aussi puissant chez les plus grands compositeurs. Son œuvre n'était pas seulement faite pour être lue, elle était faite pour être entendue, pour être chantée. Mais attendez, parce que son héritage le plus fou, le plus incroyable, on l'a entendu sur les ondes de la radio pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. C'est juste dingue quand on y pense.
Les sanglelons des violons de l'automne, ces quelques vers, écrits par un poète torturé du XIXe siècle, sont devenus le signal de départ de l'une des plus grandes opérations militaires de toute l'histoire. Le poète maudit, celui qui a été rejeté par la société, a fini par aider à la libérer. Et on termine là-dessus, sur cette question qui reste ouverte. La légende du poète maudit, elle nous laisse penser que le génie naît forcément de la douleur. Mais est-ce que l'art a vraiment besoin de la souffrance pour exister? Ou est-ce qu'il a simplement à ceux qui souffrent le moyen le plus beau, le plus sublime de l'exprimer? C'est tout le paradoxe que nous ont laissé Verlaine et ses frères maudits.